Combien d'entre vous dans la salle peuvent dire « Oui, je suis perfectionniste, mais je me soigne ». Oui. En général, j'ai l'impression que c'est un peu l'affaire de tous, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on se soigne ou pas, qu'on soit un vrai pur et dur perfectionniste ou pas, on a tous envie de donner une image parfaite de nous-mêmes. On peut penser que la perfection, le perfectionnisme, c'est quelque chose de génial. En réalité, je pense qu'il y a une meilleure stratégie pour garder sa motivation au sommet. Celle des énièmes chances, de l'autocâlin et de se foutre la paix. Ça fait du bien. Alors bonjour, je m'appelle Cindy Guis, je suis coach, auteure, j'ai fondé la marque J'arrête d'être parfaite, c'est vrai. Et puis j'ai passé à peu près un quart de siècle à vouloir me prendre pour Dieu. Rien que ça. Être cette petite fille, cette femme, cette épouse, cette maman parfaite qui a une maison Pinterest qui n'existe en réalité que dans les contes de fées. En vérité, à 4 ans, je ressemblais déjà, même dans mon allure, j'avais cette allure de petite fille parfaite. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans la salle, mais j'avais les chaussures bien vernies, le collant parfaitement blanc, la robe impeccablement repassée, un petit ruban et un joli sourire. Et je faisais du piano. À 4 ans, j'étais sur la scène de mon premier concours national de piano et je remportais les félicitations du jury. Et jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait concours sur concours et mon objectif c'était de remporter des médailles, des prix, d'être la première, d'être la meilleure, de prouver que j'avais une place. Mon quotidien, c'était vivre piano, manger piano, pendant que les enfants allaient s'amuser après l'école, faire un tour de toboggan, apprenaient à se salir, à se chamailler, à se réconcilier. Moi, je faisais du piano. Les mercredis après-midi, quand il y avait des fêtes d'anniversaire, moi, je faisais du piano. Je faisais mes gammes et mes arpèges parce que je devais me construire une carrière, parce que je devais être cette petite fille parfaite. Et ma hantise, c'était la fausse note. Alors cette petite fille qui brillait en société, qui remportait des prix, dont on pouvait peut-être envier le succès, au fond, était-elle vraiment heureuse? En vérité, j'étais terrorisée. J'avais beau gagner plein de prix, à l'intérieur, ma confiance, elle était à 0. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Et j'avais tout le temps peur. Peur d'être jugée, peur d'être rejetée, peur d'être condamnée, peur de décevoir mon entourage, peur de ne pas mériter d'amour. Et un jour, après un burn-out, mes 2 petites filles dans les bras, j'ai décidé de sortir de mon cercueil. J'ai compris qu'il n'y a que dans les cimetières qu'il n'y a rien qui ne bouge et que tout est bien ordonné. Et j'ai décidé d'oser la vraie vie. Une vie authentique, celle où il y a des ratés, celle où il y a du bazar, celle où les paniers de linge sont remplis à ras-bord. Je sais qu'il y en a qui me comprennent. Mais finalement, cette vraie vie où il y a de l'émotion et où il y a des rêves. Parce que j'étais tellement esclave de la peur que j'avais arrêté de rêver. Je ne savais pas ce que c'était que de rêver. On peut penser que le perfectionnisme, c'est génial. Ma révélation, c'est que c'est un faux ami, un tueur de motivation. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un couple qui va marcher avec un âne. Donc voilà, ils sont en chemin. Et les deux se sont assis sur le dos de l'âne.
Les gens les observent, les regardent, et puis on peut voir qu'ils murmurent, qu'ils les montrent du doigt, tout ça. Et ce qu'on peut entendre des gens qui regardent ce couple assis sur l'âne, c'est de dire, mais quel scandale! Quel scandale de voir des gens sans cœur. On voit que cet âne a l'air vraiment vieux et vraiment fatigué, et eux, pépères, ils montent comme ça sur l'âne, alors qu'il a déjà toute la marchandise sur lui. Alors, en entendant ça, le couple se dit, ok, qui c'est de nous deux qui descend? Puis la femme a dit, bah moi ça me va bien de marcher un petit peu, et soit je sais que tu as mal encore à ta hanche, que tu boites, que c'est douloureux pour toi de marcher, donc t'as qu'à rester sur l'âne, et on va continuer notre chemin comme ça. Donc les voilà. En route, l'homme est assis sur l'âne et la femme marche à côté. Les gens se sont-ils arrêtés de parler pour autant? Non. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Et oui. Les gens ont commencé à dire, mais quel goujat! C'est pas possible d'être aussi macho, de manquer de virilité comme ça, de manquer de galanterie, d'être assis sur le dos de l'âne et de laisser sa pauvre femme marcher à côté. Alors, piqué dans son orgueil, l'homme est descendu, malgré sa douleur, et a commencé à boiter à côté de sa femme et de son âne. Alors, les gens ont-ils arrêté de parler pour autant? Non. Cette fois-ci, les gens ont commencé à rire, à dire, mais qu'est-ce que c'est ridicule de voir un homme qui boite, qui a un âne, qui l'utilise même pas. Ça, c'est le problème avec le perfectionnisme. C'est qu'on commence à vouloir donner une image de nous parfaite et à prendre nos décisions en fonction de ce que les gens vont dire de nous. Et puis, ça fait qu'on va s'offrir une vie au ras des pâquerettes. Le perfectionnisme, on pourrait imaginer que c'est un objectif noble. En réalité, c'est l'objectif le plus bas de gamme qu'on puisse se fixer pour notre propre vie. Alors, je vais prendre un petit peu la température de la salle et voir quelle sorte de perfectionnisme on a ici. Il y a 3 catégories. Donc, je vais juste les citer, comme ça vous allez pouvoir voir dans laquelle vous êtes. Et puis ensuite, si vous êtes concerné, je vais vous demander de vous lever. Première catégorie, il y a les intransigeants. Les intransigeants, ce sont ceux qui sont toujours coupables de peu mieux faire. Peu importe leur résultat, ils ne sont jamais satisfaits, jamais contents, ce n'est jamais assez. Je sais qu'il y en a déjà qui se disent « Ah, je vais devoir me lever ». Deuxième catégorie, je dirais que ce sont des curieux, des perfectionnistes curieux. Voilà, c'est-à-dire tantôt ils le sont, tantôt ils ne le sont pas, mais surtout ils sont sans cesse en train de regarder la vie des autres et en train de comparer leurs résultats par rapport aux résultats des autres, comparer leur compte en banque par rapport au compte en banque des autres, comparer leurs vacances par rapport aux vacances des autres. Ils sont là comme ça cachés sur Instagram. Regarde. Donc on a des intransigeants, on a des curieux et puis on a les anonymes. Ceux qui vont dire perfectionnisme, moi non, pas du tout. Non. Alors si vous êtes au moins dans une des catégories, j'aimerais que vous vous leviez quand même, que je ne sois pas la seule à debout. Moi je suis passée par les 3 cases. Je voudrais vous remercier d'être avec moi, de montrer que je ne suis pas la seule. Et en fait c'est ça, c'est qu'avec le perfectionnisme, on est tous dans la même galère. On est tous dans la même galère. Comment je le sais? Simplement, 100% de mes clientes, 100% des femmes qui viennent me voir sont des perfectionnistes. Et le résultat, c'est qu'elles me disent qu'elles n'osent pas vivre la vie dont elles rêvent. Je ne suis pas en train de dire le perfectionnisme, bouh, c'est le mal, il faut absolument pas, c'est pas bien. Je veux dire, un perfectionniste, quand on lui donne quelque chose à faire, on sait que le travail va être bien fait, ce sont des personnes qui sont responsables, qui vont jusqu'au bout des choses. Donc il y a vraiment quelque chose de bien à vouloir être perfectionniste, mais juste pas maladif, quoi. Parce que le risque c'est qu'on ne vive jamais la vie dont on rêve parce qu'on a peur du résultat, parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur de se tromper. Qu'on n'ose jamais envoyer cet email qui pourrait changer notre vie, qu'on n'ose jamais aborder cette personne qui nous paraît exceptionnelle, qu'on n'ose jamais faire cette interview, qu'on n'ose jamais lancer cette entreprise, qu'on n'ose jamais faire un marathon alors qu'on a la mucoviscidose, qu'on n'ose jamais lâcher sa maison pour aller vivre dans un camping-car, si c'est son rêve, pourquoi pas. Bref, qu'on n'ose jamais. Ça,
c'est quand ça se passe dans le meilleur des cas, en plus. Parce que dans le pire des cas, quand nos aspirations profondes sont éloignées, mais tellement éloignées de notre réalité, on commence par brûler de l'intérieur, on termine en burn-out, ensuite en dépression. Et un jour, on se retrouve sur ce fameux canapé dont Paul a parlé. Ce canapé, peut-être devant la télé, à bouffer du sucre ou du gras. Ou les deux. En train de se dire, qu'est-ce que je fous là? Je regrette ma vie. Alors, comment on va s'y prendre pour ramollir un petit peu son perfectionnisme, pour garder sa motivation au sommet? Je vais vous partager 3 antidotes. Il y en a plus, mais j'en partage déjà 3. Le premier, c'est que l'inverse du perfectionnisme, c'est pas du tout être en pyjama dépareillé à bouffer du Nutella à la petite cuillère toute la journée. Pas du tout ça. L'idée, c'est juste de chercher à être une meilleure version de soi-même, sans regarder aux autres, sans se comparer avec les autres, mais juste en disant, ok, moi j'en suis où? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être une meilleure version de moi-même? Une petite chose qui fait qu'aujourd'hui, ce serait mieux que hier. On appelle ça l'excellence. Et je détiens du psychologue David Burns qui dit rechercher le succès et non la perfection. Et si vous prenez des notes, vous pouvez écrire ça, rechercher le succès et non la perfection. Deuxième antidote. Alors, pour ça, je pense que je vais en choquer quelques-uns. On lui a dit, pardonnez-moi l'expression, rentre chez toi avec ta voix de PD. Balavoine. Si vous écoutez Balavoine, c'est vrai qu'elle a une voix aiguë. Mais moi, j'aime ça. On lui a dit, avec ton corps, tu ferais bien mieux de prétendre à une carrière de secrétaire que de vouloir être une star d'Hollywood. Marilyn Monroe. On lui a dit, toi, va conduire un camion. Elvis Presley. Alors vous, on vous a dit quoi? Et à quoi vous avez décidé de croire? Ce deuxième antidote, ça demande d'élever ses pensées au-dessus de la masse, de penser comme un roi, de penser comme une reine, d'élever ses pensées au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire. Ça va demander d'ouvrir ses yeux de la foi. Les yeux de la foi, ce sont les yeux qui croient que tout est possible. Des yeux qui croient en des choses que personne d'autre ne voit. Des yeux qui amènent à exister des choses qui n'existent pas encore. Et ce deuxième antidote, je le détiens de Oprah Winfrey, c'est que l'échec est un tremplin à la grandeur. Donc c'est ok de se tromper, on va rebondir. L'échec est un tremplin à la grandeur. Troisième et dernier antidote que je voudrais partager. Je vais vous demander d'imaginer un escalier devant vous. Vous êtes, je vais l'imaginer ici, moi, vous êtes au pied de l'escalier, vous regardez tout en haut, vous regardez le sommet. Ok, en vrai, si vous écartez mais très très fort la jambe en grand écart, si vous savez faire le grand écart, est-ce qu'en une fois, vous allez réussir à aller tout en haut? Non. En fait, bon, pour de vrai, j'ai pas essayé, mais je pense que je tombe. En réalité, c'est juste pas possible d'être en bas et de dire je vais aller en haut en une fois. Un pas à la fois me suffit, disait Gandhi. Un pas à la fois me suffit. Donc pour garder sa motivation, c'est aussi ça, de lâcher son perfectionnisme, que tout est parfait en même temps, que tout est au point, mais c'est un pas à la fois. Considérer qu'il y a des saisons dans sa vie, où il y a des choses qui vont aller et il y a d'autres choses qui ne vont pas aller, mais c'est pas grave parce qu'il y a des priorités. Ça va nous demander de la patience, ça va nous demander de la persévérance. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on est sur une marche, on est toujours en bas de notre prochain challenge, mais on est en haut du précédent. Donc on a toujours une occasion de célébrer là où on en est. Alors je vais conclure, et ça va être très très rapide. Ça tient en 5 mots. 5 mots, et si vous deviez retenir qu'une seule chose de tout ce que j'ai raconté, ce sont ces 5 mots.
je détiens d'une des femmes d'affaires les plus puissantes. Fait vaut mieux que parfait. Sheryl Sandberg. Fait vaut mieux que parfait. Alors s'il te plaît, tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, dis-lui bonjour si tu l'as pas encore fait et dis-lui, tu sais quoi, fait vaut mieux que parfait. Retiens ça. Fait vaut mieux que parfait. Fait vaut mieux que parfait. Fait vaut mieux que parfait. Fait F-A-I-T. Fait, dans le sens que ça a été fait, même si c'est pas parfait, mais c'est fait. Fait vaut mieux que parfait. Donc cette petite phrase, on peut se l'écrire sur des post-it qu'on va glisser dans sa voiture. On peut l'écrire au rouge à lèvres sur le miroir de sa salle de bain. On peut le mettre dans le fond d'écran de son ordinateur et se dire juste que ok, fait vaut mieux que parfait. Donc ma stratégie, c'est donnez-vous des nouvelles chances, pratiquez l'autocâlin, foutez-vous la paix et foncez. Belle théorie, vous arrêtez d'être parfait.